l'écart considérable qui existe entre d'un côté les représentations des acteurs, puis de la plupart des témoins, en tout cas dont on entend le discours aujourd'hui qui porte sur la période de l'après-guerre au Québec, et puis les historiens puis les sociologues qui travaillent dans l'enceinte à l'intérieur de l'enceinte universitaire. Il y avait un livre qui a été publié sur Duplessis il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, et qui était issu d'un colloque qui avait été organisé à l'UQAM. Et lorsqu'on lisait l'ensemble des textes qui étaient rassemblés dans ce livre collectif issu du colloque universitaire, on s'apercevait du fossé absolument sidérant qui séparait d'un côté les gens qui avaient vécu les années 50, peut-être même les années 60, et puis qui qualifiaient le régime duplessiste de fasciste, de totalitaire, de la société de l'époque de médiévale, de moyenâgeuse, de l'institution cléricale, d'organisation oppressive, contrôlante, race, etc. Et puis de l'autre côté du fossé, on voyait des gens qui s'opposaient complètement à cette manière, on va dire, caricaturale de lire ce qui se passait dans les années 40, 50, d'avant la Révolution tranquille, et puis qui avaient une appréciation, on va dire, plus ouverte du régime duplessiste et aussi de l'institution de l'Église catholique. Et puis là, ça allait, par exemple, peut-être que vous connaissez des gens comme Gilles Bourque, ça allait chez des gens comme Gilles Bourque, jusqu'à catégoriser le régime de Maurice Duplessis comme un régime libéral. Et puis avoir l'Église catholique chez des chercheurs comme mon collègue Martin Meunier, comme une institution qui avait pu être, par certains pans, hein, pas dans sa totalité, mais par certaines parties, une institution progressiste. Je pense que il est possible de réconcilier ces deux visions antagonistes. D'abord, en rappelant que l'unanimisme des témoins qui nous racontent les affres et les malheurs qu'ils ont subis à vivre sous le joug de Maurice Duplessis, cet unanimisme est faux. C'est une illusion. Ce n'est qu'une façade. Bien d'autres témoins qu'on entend peu ou qu'on n'entend pas vont raconter une toute autre histoire. Moi, je me souviens d'avoir lu dans Ferron, l'écrivain Ferron, je me souviens d'avoir lu une page où il s'exclame en 1972, alors qu'il entend pour la première fois, tu as tout à fait raison de souligner, grande noirceur. Une expression qui s'est mise à se répandre dans la province, pas du tout dans les années 50, hein, puis pas vraiment dans les années 60 non plus, bien qu'on l'évoque de temps en temps, mais qui a été popularisé pour de vrai à partir des années 70, et donc la création des cégeps. Alors, lui, il commence à entendre des gens qui répètent que dans les années 60, dans les années 50, pardon, c'était la grande noirceur, et il se dit, c'est quelque chose que je ne savais pas. J'en apprends tous les jours, moi-même qui étais là, moi-même qui a vécu cette époque, je n'avais pas encore su, je n'avais pas encore appris, on n'avait pas encore renseigné sur le degré d'oppression que j'ai subi. Avoir su que c'était si atroce, avoir su que c'était si horrible et insoutenable, ben, j'aurais appliqué, j'aurais signé un formulaire pour être considéré comme martyr. Mais malheureusement, j'ai pas pu le faire, parce que ne sachant pas que c'était si oppressant, ben moi j'ai plutôt une époque que j'ai aimée, où j'ai eu du plaisir, où je me suis épanoui. Donc, j'ai pas pu, en bon français, faker mon malheur. Donc, il y a à côté des gens qui nous racontent tout ce qui était détestable de l'époque de Duplessis, d'autres mémoires, d'autres visions concurrentes, d'autres manières de raconter ce qui s'est passé, qui ne font pas état d'un si grand désespoir collectif. Ça, c'est une première manière de diminuer le fossé qui est des deux visions. De l'autre côté, la plupart des historiens et des sociologues qui sont penchés sur la période, mettons 1945-1960, ne contestent pas que l'Église avait une vision traditionnaliste et donc, jusqu'à un certain point, non seulement conservatrice, mais rétrograde, sur un ensemble de valeurs. Ne conteste pas non plus que Maurice Duplessis s'appuyait sur une corruption épouvantable pour conserver son emprise sur la société québécoise. Il ne conteste pas, par ailleurs, que
la paroisse ou certaines formes d'encadrement restaient profondément traditionnelles. Mais ils comprennent tout ce qui se passait, tout ce qui se déroulait, l'ensemble de la dynamique de la société québécoise à partir d'un schéma d'interprétation beaucoup plus nuancé et complexe. Alors, ils refusent de voir l'Église catholique, par exemple, comme une institution monolithique. Pour eux, il y a bien des choses qui existaient dans l'Église catholique qui ne reflétaient pas un jésuitisme engoncé dans une vision du monde qui plongerait ses racines jusqu'au Moyen Âge. Mais il y avait plusieurs groupes éclairés, tolérants, progressistes, contestataires, qui revendiquaient leur héritage catholique. C'est ça qui est quand même intéressant, pour promouvoir la Révolution. La constatation que Martin Meunier et moi, on a fait lorsqu'on a écrit Sortir de la Grande Noirceur, c'est une constatation, bébête. Et c'est celle-ci, c'est que la vaste majorité des réformistes qui sont associés avec l'éclosion de la Révolution tranquille ont appris leur métier de contestataire, ont connu leur première expérience de militant à l'intérieur des cercles catholiques. Les Guy Rocher, par exemple. Les gens qui étaient dans les syndicats catholiques, les Chartrand, etc. C'est des gens qui avaient gravité au départ dans plusieurs organisations qui avaient l'estampille de l'Église, que ce soit la jeunesse ouvrière catholique ou la jeunesse étudiante catholique, etc. Même des revues, qui sont des revues associées avec une certaine ouverture du Québec sur le monde, comme une revue de résistants qui était capable d'affronter les foudres du pouvoir provincial. Même des revues, par exemple, comme Cité Libre, c'était une revue qui revendiquait une appartenance à l'Église catholique, qui avait été fondée par des anciens gécistes, et qui, au départ, devait d'ailleurs arborer l'adresse en en-tête de la centrale de la jeunesse étudiante catholique. Et c'est des gens qui voulaient continuer le même engagement social et politique qui avait été le leur à l'intérieur de ces cercles d'action catholique spécialisée. Donc, une manière de réconcilier, dans une certaine mesure, l'idée que certaines personnes se font d'une époque, les années 50, de grande noirceur, d'oppression, etc. Puis de l'autre, des praticiens des sciences sociales qui font état d'un Québec relativement branché sur le reste de l'Amérique du Nord. Mais c'est de rappeler que dans un cas, il y a beaucoup de nuances à faire sur le discours qu'on entend par rapport aux années 50, et puis selon lequel il n'y aurait eu au Québec qu'oppression et que domination cléricale. Puis de l'autre, rappeler que les gens qui sont sociologues ou historiens, ou peu importe, politicologues qui se penchent sur les années d'après-guerre, ne veulent que pluraliser, on va dire, les interprétations que l'on projette sur cette période-là pendant laquelle Maurice Duplessis a été premier ministre de la province. Donc, je ne pense pas que l'écart est si grand, en fait. Je pense que l'écart apparaît comme irréconciliable, alors qu'en fait, les basés d'abord et avant tout, je ne sais pas sur un malentendu, mais sur une volonté de préserver, dans un cas, le privilège de l'engagement civique, puis du progressisme, puis des grandes batailles, des luttes pour l'égalité et la liberté, puis de l'autre, de ne pas accepter de fondre l'histoire du Québec récente dans une vision manichéenne qu'on a de notre passé.